Bonjour Naïs, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien aussi, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Griffasi. C'est la numéro 279, premier protocole de cette investigation. Comme tu le sais, cette investigation se compose d'une partie fixe avec des questions prédéterminées que je ne pourrais pas approfondir, en tout cas à ce moment-là, et une partie libre dans laquelle je pourrais approfondir les éléments que tu auras recueillis dans la première partie. Par ailleurs, confirme-moi que tu n'es pas au fait du sujet de cette investigation. Je te confirme. Bien. Et comme tu le sais également, cette investigation est menée par plusieurs binômes dans plusieurs pays. Voilà, et si tu es prête, installe-toi et on va pouvoir commencer. Je vais t'accompagner avec un décompte de 3. Prends une profonde inspiration, Naïs. Profonde inspiration. Et à l'expire, tu relâches toutes les tensions dans le corps et tu vides ton esprit. 3. 2. 1. Comment te sens-tu, Naïs? Très bien. Bien. Maintenant, pendant que je compte de 1 à 3, observe les effets des consonnes, des voyelles et du rythme des mots qui composent chaque mantra et dis-moi ce que tu relèves. 1, 2, 3. As-tu besoin que je répète la question, Naïs? Oui, s'il te plaît. Bien. Donc, observe les effets des consonnes, des voyelles et du rythme des mots qui composent chaque mantra et dis-moi ce que tu relèves. Ce que j'observe, c'est pardon, des ondulations dans les corps énergétiques. Je vois une personne qui récite des mantras et je vois ses propres corps énergétiques qui ondulent et qui changent de teinte, qui changent de couleur. Et j'observe que ces voyelles, ces consonnes, sur d'autres personnes, lorsque cette personne-là récite le mantra, ça fait onduler aussi leur corps énergétique et ça provoque des mouvements dans les couleurs. Ok, donc c'est un changement de couleur. Oui, Est-ce que tu et peux des ondulations, tu vois. dis-moi en plus sur le changement de couleur? C'est très varié d'une personne à l'autre. Ok. Heu, Ça se teinte différemment. Là, j'ai 2 personnes différentes, plus celle qui récite le mantra Mhm. et à chaque fois, c'est des teintes différentes. Ok. D'autres précisions sur cette question? C'est comme si ces mantras les reliaient entre eux. Je vois comme, ce mantra qui est récité, je vois comme si ça crée un lien, comme une corde, tu vois, entre ces gens, entre ces personnes-là. Qui sont au même endroit? Oui, D'accord, très bien, parfait.
On passe à la question suivante. Oui. Observe maintenant ce qui se passe dans le corps mental pendant la récitation d'un mantra. 1, 2, 3. Alors le corps mental est comme, tout chahuté. Il y a des variations de fréquence, des variations de couleurs qui sont très rapides, Mmh. comme si le corps mental s'affolait. Tu peux, déterminer de quelle fréquence il s'agit? Alors les fréquences qui sont perçues, enfin qui sont, traduites dans le corps mental là, de ce qui arrive de ces mantras, c'est comme si, c'était c'est des fréquences d'affolement, de questionnement. Mmh. C'est pas agréable. OK. D'autres choses que tu perçois sur le corps mental? Comme s'il était en ébullition, tu vois? Mmh. Un trop plein. OK, très bien. Comment tu te sens toi, Naïs? Très bien. Bon, parfait. Observe maintenant ce qui se passe entre les corps énergétiques pendant la récitation d'un mantra. 1, 2, 3. Alors je vois qu'entre les corps énergétiques, là, j'ai une personne qui est en train de réciter un mantra. Elle est assise, tu sais, en position, méditative, et je vois que ces corps énergétiques il y a comme des passerelles, et les fréquences et les couleurs se mélangent entre les corps énergétiques Mmh. à des vitesses, importantes. Ça crée OK. toujours la même fréquence. Tu vois, ce que je ressens, ça crée toujours la même fréquence d'affolement, et le mot qui vient là, c'est discordance. Je sais pas si ça existe ce mot? Oui, oui, ça existe. Oui, oui. Quelque chose de non harmonieux, c'est ça? Voilà, c'est ça, Bien, exactement. parfait. D'autres précisions sur, justement ce qui se passe entre les corps énergétiques? C'est comme si ça les, pardon, comme si ça les épuisait, en fait, ces échanges d'énergie, Mmh. comme si c'était pas quelque chose de «naturel» entre guillemets, tu vois? Et que c'était épuisant. Et du coup, là, ce que je vois en plus, c'est que la personne qui récite les mantras, elle a l'impression de se sentir bien, quand elle les récite et après, mais en fait, elle est son énergie est complètement, perturbée. Il faut un moment pour que les corps énergétiques se Tu retrouvent leur rééquilibres? oui, retrouvent leur harmonie, tu vois? Mmh. OK, parfait, très bien. Autre question. Cherche maintenant quels sont les mantras les plus puissants et pourquoi? Alors avant que tu aies fini ta phrase, celui qui est venu, c'est celui avec, Aum, Mmh. j'entends ça, Mmh voilà, mh. et il y a aussi un mantra avec un son A, très grave, OK. et le premier qui est venu, c'est vraiment, celui Om. avec Aum, voilà, oui, c'est ça. Et pourquoi c'est le plus puissant? Il fait partie des mantras les plus puissants. C'est sa résonance, sa fréquence vibratoire Mmh mh. qui fait il est très puissant. Ce que j'entends là aussi, c'est géométrie sacrée.
comme si ça avait, la forme et le et la forme de alors je vois une forme, hein, c'est, Mmh. une écriture, je vois la forme d'une lettre, Oui, là et la fréquence quand, le mantra est récité, pardon, les 2 ensemble font qu'il a une grosse puissance, une énorme puissance sur les corps énergétiques. Ça les OK. fait vibrer de façon très intense. Des précisions sur cette, vibration intense? C'est pas une vibration, agréable d'un point de vue énergétique, hein. Mmh. C'est pas quelque chose de d'apaisant ou apparemment, enfin je connais pas, hein, mais apparemment, contrairement à ce qui est véhiculé, c'est pas quelque chose d'apaisant au niveau Mmh. énergétique. Mmh. OK, très bien. Comment tu te sens toi? Très bien, j'observe donc tout va bien. Parfait, parfait. On passe à la question suivante. Existe-t-il des mantras que tu perçois comme dangereux? Oui, non ou seulement en partie? Alors il y a ces 2 mantras qui sont revenus. Oh mais et l'autre, est-ce que tu arrives à Oui, à trouver, ces consonnes et ces syllabes qui le composent? Cherche, tu vas trouver. oui, ça fait, pardon, ça fait comme, un son «ah», mais tu sais, très grave, comme s'il était, dans un tube. OK, Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment qu'un seul son. OK, un seul son Oui, et donc ceux-là, tu les perçois comme étant comme étant né dangereux? oui, Qu'est-ce qui est dangereux mmh. du coup? Le fait que ça perturbe les corps Mmh, énergétiques. mmh, Ça provoque de trop fortes, fluctuations de fréquences. mmh, Ça provoque des mélanges d'énergie entre les corps énergétiques qui devraient pas se faire OK. et et en fait, de façon répétée, tu vois? Par exemple, là, j'ai quelqu'un qui récite ses mantras tous les jours. Alors c'est un moine, je pense, Mmh parce mh. qu'il est habillé en rouge et orange Mmh. et en fait, c'est, au point de vue énergétique, c'est néfaste parce que ça l'épuise et au point de vue physique, dans son corps physique, je vois que ça commence aussi à être délétère au point de vue physique, cette vibration pour les cellules, tu vois? Mmh. OK, Ap parfait. Après les autres, si tu veux, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais des images de façon très, très vite, tu vois? Très fugace. Des images de Tu sais, de mantras, OK, voilà, mais ceux-là, ils ont aucune efficacité. C'est ça que je perçois. très bien. Ça ou rien, c'est pareil. OK, Voilà, c'est vraiment ça. bien. On continue avec, la question suivante. Ouais. Hem, que se passe-t-il pour la partie subliminale lorsque l'on pratique un mantra? Alors ça dépend de la partie subliminale. Mmh. Là, j'en vois plusieurs. Il y en a une, elle est complètement désintéressée, elle continue ses créations, heu, même, ça le ça crée de l'agacement, voilà, parce que pour elle, ça a aucun sens. Donc ça l'impacte pas? Ça l'impacte pas, mais voilà, c'est embêtant, ça Mmh. l'agace. Par contre, il y en a une autre qui est fortement impactée, elle a l'impression d'être, en dissonance. C'est ce mot-là qui vient. Alors explique-moi ça. Ah bah, comme si d'un coup elle était, percutée par ces vibrations.
Mmh tu mh. vois? Et que, c'est comme si elle se prenait un choc, tu vois? Mmh mh. Ça oui, comme si ça la faisait vibrer, tu vois? Je vois une partie subliminale qui d'un coup, vibre un peu comme si elle avait pris un choc, qu'elle sait pas trop, ce qui se passe, pourquoi c'est là, l'effet de surprise, tu vois? Mmh mh. Et quand ça s'arrête, elle est un peu, choquée. Mmh mh. OK, C'était pas agréable. OK. On ira voir ça tout à l'heure. Et dernière question Naïs, des études ont été menées sur un groupe de non-croyants et de non-pratiquants et il a été démontré qu'il existe un effet mantra. Que se passe-t-il lorsque la personne qui récite les mantras n'est pas pratiquante? Mais en fait, c'est sa partie subliminale qui est impactée de la façon dont je t'ai dit, tu sais? Qui reçoit Mmh mh. comme un choc, se disant: «Mais, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça vient faire là?» Mmh mh. Un effet de surprise, un choc et ça la laisse un petit peu, hébétée. Voilà, OK. c'est ça le mot. Et cette, hébétude, est-ce qu'elle dure longtemps? Non, mais elle, réapparaît à chaque fois que la personne soit récite, soit entend, le même mantra. Donc ça, c'est une personne non croyante Oui, qui récite des mantras et ça provoque le choc, en fait, c'est ça? oui, oui, parce que sa partie subliminale sait pas trop ce qui se passe. OK. On a fini avec les questions de la partie fixe. Dis-moi comment tu te sens, Naïs? Très bien, merci. Bien. Donc on va approfondir justement les éléments que tu as recueillis et du coup, justement, on va s'arrêter là, justement, avec ce que tu disais sur, les parties subliminales qui ne sont pas affectées ou celles qui sont affectées. Heu, je voudrais que tu reviennes sur celles que tu percevais, qui n'étaient pas affectées, mais chez qui ça générait de l'agacement. Oui. Observe et que fait-elle avec cet agacement? Ou pourquoi ça l'agace? Bah, ça l'agace parce qu'elle est occupée, en fait. Elle est occupée dans ses créations et ça l'agace parce que ça vient perturber, tu sais, comme une onde qui vient perturber, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de créer, donc ça l'agace. OK. Si tu prends de la perspective sur plusieurs, personnes qui utilisent des mantras, enfin qui pratiquent les mantras, tu prends de la perspective et tu regardes, ce que ça produit. Est-ce qu'on retrouve sensiblement les mêmes choses? C'est-à-dire Oui, soit l'agacement, soit ce dont tu parlais tout à l'heure, un choc. oui. Alors il y en a certaines aussi, j'en vois une là, ça provoque comme, alors c'est toujours les mêmes, tu vois, il y a toujours les mêmes, mélanges de corps énergétiques, c'est toujours pas agréable pour, enfin au niveau énergétique, mais elle le ressent comme, un état de béatitude. C'est ça ce mot qui vient. Et qu'est-ce qui fait justement que, les corps énergétiques soient perturbés et que la partie physique le perçoive comme un état de béatitude? Observe ça. Si tu peux répéter s'il te plaît? Je te demandais si ce qui faisait qu'il y ait une dissonance entre le fait que la partie subliminale, heu, est hébétée, en fait, est perturbée par ce mélange, ce mélange au niveau des corps énergétiques, hein, ce que tu décrivais et qu'au contraire, la partie physique se sent dans un état de béatitude.
Alors là, ce que j'observe, c'est que la partie, subliminale et la partie physique ne sont pas, très Connecté. connectées. Mmh. Oui, Donc le corps produit cet état de béatitude, tandis que la partie subliminale, elle, est perturbée par ça. Ceci dit, oui, elle perçoit les ondes produites par ces mantras donc. oui. OK. Et si on revient sur celle qui tu disais qui n'est pas pratiquante et qui pareil perçoit, reçoit les ondes produites par ces mantras comme un choc, Oui. qu'est-ce que ça produit à terme pour la partie subliminale? À terme, en tout cas sur la durée plutôt. Alors elle commence à devenir, j'ai pas le bon terme, mais tu sais comme quand, bah, tu as reçu un choc, tu te dis que probablement ça peut se reproduire et donc tu es sur tes gardes, tu es, OK, méfiante. OK. Est-ce que la partie subliminale que tu observes est libre dans son espace? Oui, OK. Et donc elle est sur ses gardes. Du coup, oui, quelle va être la fréquence qu'elle produit en étant dans cette, défiance? de la peur. OK. C'est Si tu celle qui est la prends plus forte. si tu prends, et elle est donc, elle habite pleinement son corps physique? Oui. OK. Et si tu regardes sur sa ligne de temps, qu'est-ce que ça va amener, pour elle de produire cette fréquence de peur? Des possibilités d'interférence. Elle est au fait de cette réalité ou pas? Non, pas du tout. OK. Qu'est-ce qui a amené sa partie physique à pratiquer des mantras? Alors sa partie physique, c'est une femme d'environ, 45 ans. Je la vois, vêtue, comme en Inde, tu vois? Mais elle est pas du tout indienne, c'est une européenne et elle est elle a toujours été passionnée par, par l'Inde, par, le bouddhisme, par, heu, ouais, par alors là, le mot qui vient, c'est la méditation, le développement personnel et elle pense que, méditer, en récitant des mantras, même si elle a pas de croyance particulière, ça peut, lui apporter du bien-être parce qu'elle a eu une vie très mouvementée. OK. Comment et qu'est-ce que tu observes dans le fin? Comment expliquer que sa partie subliminale qui est libre, pour autant, ne parvient pas à mettre un terme ou en tout cas à donner l'information à son corps physique que c'est contre-productif, ces mantras? C'est comme si la partie physique, ne n'écoutait pas. Donc il y a des tentatives de passer l'information à sa partie physique, mais elle n'est pas entendue. C'est Qu'est-ce qui ça. empêche la partie physique d'entendre, cette autre part d'elle-même? Elle est trop focalisée sur, la partie physique, hein. Elle est trop focalisée sur, le bien-être à outrance, que ce soit au niveau, psychique ou au niveau tu vois, je vois, la santé, tout ce qui est alimentation, tout ça. Donc elle est focalisée, là-dessus, sur son bien-être et sa santé physique et elle écoute pas le reste. OK. Hem
Est-ce que tu peux donner les informations à cette partie subliminale sur, ce qui peut se produire sur la durée avec cet agacement? C'est-à-dire, dans la gestion de ces fréquences? Oui, Dis-moi comment elle perçoit, les informations? elle est, ça lui génère de la peur parce qu'elle se dit que si sa partie physique l'écoute pas, c'est possiblement ce qui peut arriver Alors c'est et elle elle en a pas du tout qui envie. soutient sa partie physique, hein, donc c'est elle le capitaine dans son espace, Ouais, donc mais ça, elle en est pas, tu sais, elle le c'est comme sait si elle pas. en oui, elle en est pas consciente de ça. Tu me laisses lui parler? Oui, Comment elle s'appelle? Marissa. Marissa. À mon 3, je parle avec Marissa. 1, 2, 3. Marissa, Oui, bonjour. bonjour. En fait, aujourd'hui, on voyage et puis on regardait ce qui se passait avec, les mantras. Oui, c'est terrible. Ça me Mmh. fait peur tout ça. Alors, la peur justement, tu sais, c'est une porte que tu ouvres à des parasites. Oui, Donc la d'accord. modulation de tes fréquences est la clé, quoi qu'il arrive, c'est la Mais clé. moi, je peux faire ça? Mais toi, tu es, juste pour rappel, parce que tu sembles l'avoir oublié, une partie subliminale, une conscience puissante, créatrice et sans aucune limite, aucune. Et c'est toi qui sers ton corps physique Ah ben avec tes fréquences. ça, tu vois, je savais pas. Quelle est ta fréquence la plus agréable? La sérénité. Expanse-la au maximum, au maximum. Comment tu te sens avec cette expansion-là? Ah, je me sens mieux, ça fait Bien. du bien. Et la joie, tu connais? Oui, Tu joues avec ça, avec ces fréquences-là? oui, Ta partie physique peut vivre des choses intenses avec des même toi, des émotions qui sont pas forcément agréables, mais elles sont juste de passage. Toi, tu peux moduler tout ça et rester stable, harmonieuse dans tes fréquences à toi, dans ton espace à toi. d'accord. Bien. Regarde si, en faisant ça, ta partie physique a une autre façon de gérer, les choses. Prendre la perspective sur ta ligne de temps et regarde si ça a un impact sur ta partie physique. Ça va être long Pourquoi? parce qu'elle refuse d'écouter et comme moi, je savais pas que c'était moi qui dirigeais, que j'étais la plus puissante, je laissais un peu faire ce qu'elle voulait. Ah! Mais là, Maintenant, maintenant, il va falloir que je rattrape tout ça, ça va être un peu long. c'est pas forcément long. Il faut que tu observes également s'il y a des programmes, des choses qui ralentissent le processus de création, même si une métabolisation de ces informations est nécessaire. Ah oui, alors il y a plein de choses liées à une spiritualité très ouverte, Mmh mh. très éclectique. Mmh. Beaucoup de petites choses, de OK. croyances. Ça, c'est toi.
tu sers à manifester ce que tu es pleinement et sans limite. Ta manifestation physique, c'est toi qui lui permet d'expérimenter au mieux toutes les fréquences qui sont les tiennes et toutes tes créations. Donc ça, je peux les enlever? Bien sûr. Ah Bien, ben je le fais alors. je te laisse à Merci. tes créations. Déconnecte, Naïs, déconnecte. Comment tu te sens? Très bien. Dis-moi comment elle a, comment dire, intégré ces informations. Bah, elle est en train de toutes les passer en revue et en même temps, elle s'est expansée, tu vois? Je la vois beaucoup plus lumineuse, je la vois Mmh. redressée, Mmh. et elle est affairée, en fait, maintenant. Alors que tout à l'heure, tu vois, elle était plutôt un peu, savait pas trop où elle était, ce qu'il fallait qu'elle fasse. OK, Là, elle est affairée à justement à enlever tous ces programmes-là, tu vois? Comme elle nous a dit. OK. Si tu fais une perspective, sur le futur, est-ce que du coup, ce qu'elle disait qui allait être long, est-ce que du coup ça va prendre un peu moins de temps pour elle de se manifester? Un peu moins, oui, mais OK. Elle a les informations sur le mécanisme de l'interférence? oui, Elle a compris. oui, elle a compris. Bien, OK. Déconnecte de tout ça, Naïs, et on revient sur, les mantras et sur ces ondulations particulières que tu percevais dans les corps, les changements de couleur. Je voudrais que tu regardes, heu, tu parlais d'un affolement, hein, c'est ça? Un Oui, affolement, une ébullition. oui. Quel impact? De quoi il s'agit exactement? Plus de précision sur cette ébullition, cet affolement. C'est comme si, ça crée des passerelles entre les corps énergétiques Ouais, et que les couleurs se mélangent, mais sans se mélanger. Tu sais, comme 2 couleurs que tu peux pas mélanger, 2 matières que tu peux pas mélanger. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, Voilà, ça se mélange pas, mais ça se met ensemble, quoi, en fait. Voilà. OK, et le fait que ça se mette ensemble, heu, qu'est-ce que ça a comme impact, en fait? Ah ben ça perturbe, le corps mental, le corps, émotionnel, le corps sexuel, ça perturbe tout. Ça crée des perturbations de partout. Parce qu'en fait, il y a plus d'harmonie. Avec quelles conséquences? Dans l'utilisation régulière des mantras? Puisque ce que tu disais que ça perturbe, et une fois que la personne ne récite plus de mantra, ça se rééquilibre? Oui, alors quand la personne ne récite plus de mantra, ça se rééquilibre. Par contre, si, c'est quelque chose de régulier, tu vois, tous les jours ou plusieurs fois par jour, je vois qu'en fait les passerelles restent ouvertes, et que les corps énergétiques le mélange ne s'arrête plus, en fait. OK. Avec quelles conséquences pour la partie physique? Alors il y a des problèmes physiques qui apparaissent. Problèmes Mmh. physiques, je veux dire, maladie, douleur. Mmh. Je vois des cellules, tu vois, qui deviennent, noires. Hem, Ça provoque aussi, alors là, j'ai un sujet, hein, si tu veux, j'ai une Oui. personne là, ça provoque, irritabilité, colère, épuisement physique, fatigue chronique, impression que tu sais, tu fais plein de choses pour aller mieux, notamment, voilà, réciter ces mantras et qu'en fait, il y a pas grand chose qui change donc ça crée aussi une dévalorisation, Mmh. un complexe d'infériorité, voilà, on se sent pas bien. Et pour autant, est-ce que les personnes qui font le constat qu'elles se sentent pas bien, avec cette récitation régulière, est-ce que ça les pousse à continuer ou au contraire à mettre un terme à ce type
de récitation, prolongée? Ça les pousse à continuer, Mmh. comme si elles se disaient: «Bah, c'est parce que j'en fais pas assez, donc je vais en faire plus». OK. OK, je voudrais que tu observes du coup, parce que c'est ce qui je trouve est interrogeant, c'est le fait que mmh, il y a une forme de croyance que ces mantras, parce qu'ils sont définis comme des mantras favorisant ou la guérison ou la prospérité ou l'abondance selon, le type de mantra. Qu'est-ce qui fait que, mmh, on pense que c'est bénéfique? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est un conditionnement, ce qui revient à peu près au même? Dis-moi. Est-ce qu'il y a un programme qui met comme une chape de plomb sur le fait que finalement c'est contre-productif, ça n'amène pas le bien-être escompté, en fait? Alors je vois que c'est un programme et que c'est une création, non humaine. Mmh. OK. Une création non humaine. Oui. Dis-moi en plus. Alors là, en fait, quand je remonte le fil du programme, on va dire, je sais pas pas vraiment Oui, comment oui, dire oui, ça, voilà, parfait. je tombe sur des grilles. OK, mais derrière les grilles, il y a qui? Il y a des humanoïdes et je vois un grand vaisseau Mmh, et ces mantras-là, ces programmes, c'est, du conditionnement. mmh, Voilà, le mot qui vient là, c'est asservissement. mmh, Comme une expérience, voir si ça fonctionne, de pouvoir, asservir le l'humain de cette façon, en le mmh. contrôlant par ces mantras. OK. Ils sont en général, les mantras ont une histoire autour de l'Inde et de l'hindouisme et du bouddhisme, Oui, mais c'est une création non humaine, c'est ça? oui, c'est ça. OK. Oui, Tu as des c'est tout informations qui faux. te parviennent? Ouais, alors c'est tout, c'est inventé, enfin c'est tout faux quoi. Mmh, Toutes ces alors j'ai le mot légende, mais je sais pas si c'est ça. Toutes ces croyances-là, c'est inventé, c'est pour faire passer la pilule, on va dire, pour édulcorer la chose et que ça passe mieux, que ça soit mieux accepté forcément. Mais donc créer le programme qui laisse penser qu'on va favoriser son bien-être, sa méditation, apporter guérison et cetera, alors que dans les corps énergétiques, ça produit une forme de chaos, de perturbation, de disharmonie, c'est ce que tu oui, dis? c'est ça, c'est exactement ça. Cette disharmonie, elle provoque, hein, tu disais des maladies, elle a des conséquences au bout d'un moment sur les parties physiques. Oui, c'est ce que Est-ce que tu j'observe là. Et tu disais que, le plus souvent, cela a poussé les personnes à poursuivre dans ce type de mmh, j'ai envie de dire de rituel ou de récitation des mantras. Oui. Y en a-t-il qui prennent conscience que finalement ça produit pas ce qu'elles espèrent, en fait? Observe, prends une perspective, large et regarde si parmi les gens qui ont utilisé des mantras, il y en a un pourcentage peut-être qui se disent que finalement c'est pas bénéfique. Alors il y en a, le chiffre qui vient, c'est 2%. Et ce que j'observe, c'est que quand, elles se rendent compte que c'est pas, bénéfique, enfin, elles se rendent même pas compte que c'est pas bénéfique, tu vois? C'est juste qu'elles se disent que ça leur sert à rien finalement. Mais elles se rendent pas compte que ça leur a, provoqué, des maladies ou quoi que ce soit, hein.
Elles Elles font pas ont ce lien? OK, non, elles prennent pas conscience de ça du tout, mais du coup, quand elles le font, c'est trop tard. OK, Les maladies sont déjà installées, les brèches sont déjà ouvertes entre les corps énergétiques, c'est trop tard. OK. Donc elles cessent de pratiquer, la récitation de mantras, mais elles sont Oui, pas en capacité, dans ce que tu dis, de faire le lien entre les conséquences physiques que ça a pu avoir et cette pratique c'est de ça, récitation. c'est ça. OK. Tu me parlais tout à l'heure de celui-là qui est le plus connu aussi, hein, et qui est on parlait des mantras qui pouvaient être, dangereux. Tu en as donné 2, dont un qui est très connu et très utilisé, dans les pratiques, yogiques également, méditatives et autres. Je voudrais qu'on se penche sur celui-là parce qu'il est en général, perçu comme un mantra, une vibration primitive de l'univers. Je voudrais que tu regardes, heu, quelle est sa particularité à ce Aum qui est utilisé de façon très populaire, j'ai envie de dire. Alors depuis que tu parles là, tu vois, j'ai commencé à recevoir des informations exactement sur Dis-moi. ce que tu disais. En fait, je vois plusieurs personnes qui utilisent ce mantra et ce que Oui, j'observe à chaque fois avec ces personnes, c'est qu'il y a comme, un lien alors, ouais, un lien, qui les relie directement, à ce vaisseau et en fait, par là, de l'énergie est pompée par le chakra coronal. Je vois de OK, l'énergie qui sort, en fait. Beaucoup d'énergie qui est pompée par là. OK. Même si ces personnes ne sont pas directement interférées par ces créatures. Oui, il y a des, là, ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes qui sont, libres et des parties subliminales qui sont libres et malgré tout, l'énergie, bah, part pour alimenter ce vaisseau. D'accord. C'est comme une porte, voilà, c'est ça. OK, et l'autre que tu disais, c'était un seul son très grave comme dans un tube. Oui, Est-ce que ça a la même conséquence? oui. Là, c'est au niveau du chakra du cœur. D'accord, et pareil, c'est une porte Oui, où c'est une porte. l'énergie Oui, pardon, c'est une porte de sortie, pas d'entrée, hein, de c'est une porte de l'énergie. sortie. Oui. OK, très bien, et déconnecte de ces informations, dis-moi comment tu te sens? Ça va. Ça va? Oui. Très bien. Et tu parlais également des mantras qui en gros, qui servaient à rien quoi, qui n'avaient pas d'effet particulier, ni sur la partie subliminale, ni du coup sur le corps. Oui. Alors ça, c'est pas des mantras, avec des sons, tu vois? Comme, par exemple, le Om ou le son, très grave là sur une note A, tu vois? Ouais, C'est pas ça ouais, du tout. C'est, ce que je perçois, c'est ce que les gens appellent populairement, on va dire, des mantras, mais qui en fait sont des affirmations positives. OK. Et ça, en fait, à part, au niveau, physique de provoquer, de la réassurance, ça perturbe, rien du tout, ça n'a aucune efficacité, autre que de se rassurer. Ça va travailler sur le corps en fait, ceux-là, les affirmations positives. Oui, c'est ça. Au Elles vont niveau travailler sur des énergétique, il y a programmes rien. du corps, c'est ça? C'est ça? Bah, oui, mais de façon très légère, en fait, hein. Mmh. Mmh, mmh mh. C'est vraiment comme, voilà, tu vois, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment un peu plus comme un doudou, tu vois? Pour se rassurer que quelque chose de vraiment efficace. D'accord. Alors
prends une grande perspective sans avoir la connaissance de tous les mantras, en tout cas traditionnels, hein, parce que là, tu en as donné deux, mais il y en a énormément d'autres qui sont utilisés. Je veux que tu observes parmi tous ces... Est-ce que tu les perçois d'ailleurs, tous ces mantras qui Oui, sont utilisés, j'en perçois qui plein, sont j'en très perçois longs? sur des oui, sur des papiers comme des papyrus, tu sais? C'est Ok, très long. Oui. ok. Euh, Ceux-là ont-ils le même effet que ceux dont tu parlais tout à l'heure? Le classique Home et l'autre dont tu parlais, ou pas? Non, ceux-là, ils perturbent quand même les corps énergétiques, ils créent des brèches, tu vois? Cet affolement au niveau des corps énergétiques, mais il y a pas de perdition d'énergie, en fait. C'est pas des portes, ceux-là. Ce ne sont pas des portes de sortie Non, énergétique. non. Ok. Par Mais il y a contre, quand même une perturbation des corps avec les passerelles dont tu parlais entre les différents corps énergétiques. voilà, donc ce que je peux observer en prenant de la perspective, c'est qu'à terme, ça peut provoquer, des interférences aussi, tu sais, comme avec la partie subliminale avec Mhm. laquelle on a discuté. Voilà. Ok, très bien. Très bien, Naïs. Comment te sens-tu? Déconnecte de tout ça. Dis-moi comment tu te sens. Très bien. Prête à rentrer? Oui, Alors, dans un premier temps, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans ton corps que tu retrouves avec plaisir, dans tes fréquences aussi, ton chez-toi et toutes les fréquences qui sont les tiennes et que tu apprécies, tu vas les diffuser partout, partout dans ton corps, les expanser dans chaque organe, chaque cellule. Et tu te sens merveilleusement bien, ancrée et pourtant légère, profondément sereine, revigorée, dynamique pour finir cette journée. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu vas? très bien, Bon, merci. merci à toi pour ce voyage. Ouais, c'est Et très puis, intéressant. oui, très intéressant. Et on se retrouve bientôt. Avec plaisir. Merci Marie-Rose. Au revoir, merci à tous. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona
immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.